Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le délégué national UNSA Police pour l'Outre-mer se trouve actuellement à Mayotte. Il était sur notre plateau ce matin afin de faire le point sur la situation des policiers du département. Pour le constat, Bruno Cossin est très clair. Les policiers manquent cruellement d'effectifs et travaillent dans des conditions difficiles. En ce qui concerne les demandes, ce représentant syndical au niveau national compte bien faire son possible pour que les fonctionnaires obtiennent gain de cause. Il en va de la sécurité de la population. Un sujet signé Amina Ariti et Leslie Vimenet. Cela fait plusieurs semaines que les policiers tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail. Du manque de moyens à la fatigue généralisée en passant par les agressions à répétition, tous s'accordent à dire que la situation n'a que trop duré. Et même si les choses ne sont a priori pas pires à Mayotte que dans les autres territoires d'outre-mer, des spécificités sont tout de même à noter. Mayotte, c'est à peu près au niveau des autres outre-mer, des autres départements. Pas pire, pas plus. L'avantage, je dirais la chance que vous avez par rapport à la Guadeloupe ou à la Martinique, c'est qu'il n'y a pas d'armes à feu. Pour l'instant, il n'y a pas d'armes à feu. Touchons du bois pour que ça continue, mais voilà. Mais sinon, au point de vue délinquance et point de vue violence, c'est quand même. Alors la grosse problématique qu'il y a sur Mayotte, c'est les cambriolages. C'est qu'en fait, je pense pas qu'il y ait un seul Mahorais qui puisse dire ici, j'ai jamais été cambriolé. C'est clair. Donc ça, c'est le gros problème. Sport national. Et c'est la violence, mais la violence des mineurs en fait. Une délinquance juvénile qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, que les policiers ont de plus en plus de mal à appréhender. Et face à l'ampleur de toutes les tâches qui leur incombent, se pose bien évidemment la question des moyens à mobiliser, tant sur le plan matériel qu'humain. Pour y répondre, des annonces ont été faites concernant notamment la brigade canine ou encore la CDI, la compagnie départementale d'intervention. Il semblerait que ça soit bien parti. Donc 10 effectifs sont effectivement arrivés récemment, et là on attend avec le mouvement général de septembre, donc avec la commission qui aura lieu tout début juillet, commission paritaire qui aura lieu début juillet, avec une affectation des collègues pour le mois de septembre. On espère, parce que l'administration ne donne jamais vraiment les chiffres, avoir énormément de monde, et je dis bien énormément de monde, pour pouvoir créer cette CDI. Mais alors une CDI avec les effectifs, il faut une 60aine de personnes, parce que si c'est pour créer une CDI sans effectifs, ça ne servira pas à grand chose. L'autre volet sur lequel les policiers sont amenés à intervenir, la lutte contre l'immigration clandestine. Malgré le bras de fer diplomatique entre la France et les Comores sur la reconduite des étrangers en situation irrégulière, les fonctionnaires de police ne ménagent pas leurs efforts sur le terrain. Le policier n'est pas responsable de la situation politique avec les Comores. Bien sûr. Les Comores n'acceptent plus de recevoir ces ressortissants. Et c'est pas les policiers de la police aux frontières ou même de la sécurité publique, enfin la police française qui est responsable de ce fait. C'est un fait politique, c'est un fait diplomatique qui n'est absolument pas du fait de la police nationale et encore moins des collègues. Les collègues font leur travail. Ils interpellent des personnes en situation irrégulière. Des OQTF sont délivrés par la préfecture. Mais après, les gars sont amenés au crâne, mais ils sont relâchés. Ils sont relâchés. Le problème, c'est qu'il faut continuer à faire le travail. Et si malgré les difficultés, la mobilisation des policiers sur le terrain ne faiblit pas, la question se pose tout de même de savoir jusqu'à quand ces derniers pourront maintenir leurs efforts. On poursuit cette édition avec le colloque sur le développement économique régional de Mayotte qui suit son cours. Aujourd'hui, place aux ateliers de travail sur des thèmes ô combien importants pour l'île. Nous avons ainsi souhaité faire un focus sur l'économie de la mer au sein d'une île qui possède l'un des plus beaux lagons du monde. Ce matin, à la maison de l'entreprise, différents acteurs étaient réunis afin d'envisager le développement de ce secteur d'activité. Le tout sans oublier certains préalables, tels que les contraintes liées au statut de Mayotte ou encore la formation de la jeunesse. Le point avec Noreza Hakim et Daniel Deraga-Koura. C'est à la Maison des Entreprises à Mamoudzou que s'est déroulé ce matin l'un des 9 ateliers du plan de développement économique régional de Mayotte. À l'ordre du jour, l'économie de la mer. L'atelier d'aujourd'hui avait pour but un petit peu sur l'ensemble de l'économie de la mer, que ce soit la pêche,
l'aquaculture, la pisciculture, on a vu que c'est une petite particularité, et puis le tourisme, ou le pescatourisme, pour les pêcheurs qui pourraient faire du tourisme, de faire un petit point de situation sur l'existant, et de voir un petit peu quelles seraient les stratégies à mettre en place au niveau du conseil départemental, appuyé des services techniques de l'État, pour effectivement créer une vraie dynamique au niveau de ce secteur mer. Pour le président du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, la mer offre beaucoup de perspectives. Selon Abdouda Alani, la création de richesses ne se conditionne pas à la taille d'un territoire. Malgré sa petitesse, Mayotte possède tous les atouts lui permettant de devenir un territoire autonome. Pour répondre aux besoins alimentaires du territoire, pour répondre aux besoins d'emploi des jeunes, pour répondre aux besoins du développement économique, puisque pour parler que de l'aquaculture, du tourisme, de la pêche, avec toutes les activités connexes qu'on peut trouver autour de ces domaines-là. Donc la mer elle-même, de fait aussi qu'on est dans un positionnement géographique dans le canal de Mozambique, on a des potentiels énormes qu'il faudrait bien identifier et exploiter au service du développement du territoire. Pour tirer profit de la mer, un travail a déjà été initié par les différents services de l'État. L'atelier du jour s'inscrit dans cette continuité. Il a notamment permis de mettre en avant les contraintes majeures des métiers de la mer en vue de l'élaboration des plans pour l'avenir. Il y a eu un état des lieux. On a présenté aussi ce qui était déjà en cours. On ne commence pas à travailler à des réunions comme ça. Il y a déjà plein de plans qui sont. Il y a déjà les plans d'État. Mayotte 2025, il y avait eu. Là, vous avez vu les assises des Outre-mer, dans lesquelles il y a des programmes maritimes. Donc là, il s'agit d'établir, en fonction de ce que veut le conseil départemental, les choix qui ont été faits au niveau de l'État, plus les contraintes qu'on a au niveau européen. On l'a vu, il faut qu'on arrive à rentrer cette flotte de pêche mahoraise au niveau de l'Europe. L'Europe nous laisse le temps de le faire, mais il faut qu'on rentre bien pour être bien sécurisé pour plus tard. Donc ça permet d'établir la stratégie maritime. En gros, pour notre atelier, notre petit atelier là, c'était d'établir la stratégie maritime de développement pour le département de Mayotte. Avant de se projeter sur un développement économique régional, certains préalables doivent être respectés. La formation s'avère à ce titre l'une des clés indispensables pour développer les métiers de la mer à Mayotte. On est sur un positionnement géographique qui nous donne beaucoup d'opportunités. Encore faudrait-il qu'on ait les capacités, qu'on ait la volonté de saisir ces opportunités. Et pour le faire, il y a des bases pour tout. Il faut qu'on forme notre jeunesse. La jeunesse mahoraise a besoin d'être formée, très bien formée, pour investir tous les secteurs qu'on peut développer au niveau de la mer. Former sa jeunesse, voilà un autre défi qui ne peut être dissocié des stratégies visant le développement économique de l'île au lagon. Depuis 3 semaines, la Terre ne cesse de trembler jour et nuit. Si les scientifiques se penchent actuellement sur les signes de séisme, à Mayotte, nombreux sont ceux à y voir des manifestations divines. En ce mois sacré de Ramadan, la répétition des secousses interroge les fidèles. Ce matin, notre spécialiste en religion était sur notre plateau. Pour lui, ces séismes sont des phénomènes naturels très bien expliqués dans le Coran. Écoutons plutôt El Mamouni Mohamed Nassur, présent lors de la matinale de Kwezi. Allah le dit bien dans le Coran. Il a créé les hommes, il a créé la terre, il a créé qu'on appelle déjà le cosmos. Et quand il s'agit de la création donc de la terre, il a dit que ne voyez-vous pas, il s'adressait à qui? Aux incrédules, aux gens qui ne croyaient pas. Ne voyez-vous pas que j'avais créé la terre d'un seul tenant et qu'après je l'ai séparée et que j'ai couvert cette terre-là donc d'une couche. En fait, la couche, c'est quoi? C'est l'écorce terrestre. Et que des mouvements sont visibles par la création de montagnes qu'il a encore expliquées comme étant des pieux qui participent aux équilibres, n'est-ce pas, donc du milieu physique. Quand on peut entrer dans ce domaine-là, on l'expliquera correctement que c'est le phénomène physique aujourd'hui expliqué scientifiquement depuis la théorie des Wegener jusqu'aujourd'hui à la recherche de la prévention sur les séismes, ce qui peut en principe se passer. Ce sont des choses qui sont dites, n'est-ce pas, dans l'islam, mais en alerte, en questionnement, pour que finalement, pour dire aux fidèles que je suis capable de tout.
Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 6 juin. Depuis le 21 mars dernier, l'Union des Comores refuse d'accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte. Ce bras de fer diplomatique affecte le fonctionnement de la justice, comme en témoigne ce communiqué émanant du syndicat de la magistrature. La section syndicale mahoraise dénonce les agissements de la préfecture qui multiplie les demandes de prolongation, de rétention administrative, alors même que les reconduites sont impossibles. Le syndicat affirme ainsi, je cite, « Continuer à agir ainsi revient à tromper la population mahoraise en leur faisant croire que de cette manière l'État lutte contre l'immigration illégale. » Le syndicat de la magistrature observe que cette politique entraîne un véritable gâchis de moyens humains et financiers, puisque policiers, greffiers, avocats et magistrats sont contraints de travailler sans relâche pour une efficacité inexistante. Le syndicat de la magistrature réclame donc l'arrêt immédiat de cette politique, jugée délibérément trompeuse, inefficace et contre-productive. Le SNES-FSU vient de réagir à son tour face à l'essaim de séisme. Par le biais d'un communiqué, le syndicat explique être intervenu dès dimanche auprès du vice-rectorat pour pointer la situation du collège Bouenim Titi, dont les salles étaient impactées par des fissures. Il ajoute avoir obtenu la tenue d'un comité hygiène, sécurité et conditions de travail ce jeudi. Lors de cette réunion, le SNES-FSU demandera un point sur l'état bâtimentaire des établissements scolaires et sur les mesures techniques envisagées. Le syndicat poursuit en ces termes, je cite, « Si les séismes à répétition affectent toute l'île, certaines constructions scolaires sont plus touchées que d'autres. C'est pourquoi pour le SNES-FSU, un éventuel exercice du droit de retrait doit se faire à l'aune d'une situation particulière avec discernement et non d'une manière générale. La procédure étant complexe, le syndicat invite les responsables des sections d'établissement à prendre contact avec lui s'ils estiment qu'un danger grave existe sur leur lieu de travail. » Hier, le colloque sur le développement économique a été ouvert par le discours du président du conseil départemental, Sobahaddine Ibrahim Ramadani. Ce dernier a proposé que son mandat soit celui du rééquilibrage du territoire, avant d'ajouter que le développement de foncier économique au nord, au sud et au centre de Mayotte seront des priorités assumées en partenariat avec les intercommunalités. En ce qui concerne la formation professionnelle, le président souhaite que cette compétence devienne un véritable levier de développement. Néanmoins, c'est une toute autre partie de son discours qui a particulièrement retenu l'attention. En effet, il a adressé un message à l'État en évoquant la coopération régionale, la piste longue, mais également son ambition de transformation du port de Longoni en grand port maritime d'État, à l'instar des autres infrastructures portuaires outre-mer. En clair, le département souhaite toujours la fin de la DSP, accordée à Mayotte Channel Gateway. On termine cette édition au collège de Kaweni 2, où avait lieu cet après-midi le premier Open d'échecs et de jeux traditionnels. 7 collèges de lycée, 2 circonscriptions scolaires étaient impliqués. Une quarantaine d'élèves se sont ainsi affrontés sur des tablettes numériques. Il s'agit d'une première dans l'académie qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de l'offre de pratique. En effet, l'événement a été organisé par le vice-rectorat de Mayotte en collaboration avec l'UNSS. Et si l'île possédait en son sein la future grande star de ce sport qui n'admet pas de frontières. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Nderaga Koura. Inventé il y a plus de 15 siècles en Asie, le jeu d'échecs a très vite été adopté par le monde musulman qui l'a préparé à sa forme moderne. Cet après-midi à Kaweni, le premier Open de ce jeu ancestral a eu lieu au collège K2. Une quarantaine d'élèves se sont ainsi affrontés pour devenir le futur champion de Mayotte. Donc là, c'est des matchs de poule, donc ils se rencontrent les uns les autres, et les 16 meilleurs, après, se rencontreront au 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale, voilà. Et à l'issue, il y aura une remise de prix et il y aura un champion qui sera déclaré. Si à la fin il n'en restera qu'un ou qu'une, les participants étaient avant tout très heureux de prendre part à cette première édition. Je joue pour me faire plaisir et pour jouer avec les autres. Je veux mesurer à d'autres adversaires pour savoir si j'ai le niveau et aussi j'aime bien l'esprit de compétition. Ouais, ça me permet de connaître de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons, de nouveaux adversaires, de nouveaux noms. Très motivant. Vraiment, je suis juste venue pour m'amuser, pour faire de mon mieux un peu. J'espère gagner si j'y arrive. Si le jeu d'échecs est encore loin d'être une discipline phare du sport scolaire, les organisateurs comptent bien reproduire ce type de tournoi dans les mois à venir.
premier tournoi qu'on organise au niveau académique. On manque un petit peu de jeux d'échecs. Malgré ça, on s'est mis sur tablette. L'année prochaine, on espère avoir assez de jeux d'échecs pour pouvoir le faire vraiment sur des échiquiers. Et aussi lancer parallèlement les jeux traditionnels qui sont présentés et qu'on compte aussi les associer. L'objectif pour l'avenir est effectivement de développer le jeu d'échecs, mais également les jeux traditionnels, à l'instar du mraha, qui sont très appréciés au sein du 101e département de France. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.